L'histoire du Mali moderne est indissociable de celle de Modibo Keïta, le père de l'indépendance malienne et premier président du pays. Visionnaire et panafricaniste convaincu, il a marqué son époque par son engagement politique, son idéal socialiste et sa volonté de bâtir une Afrique unie et souveraine. Mais avant d'être ce grand homme d'État qui défiait les puissances coloniales, qui était Modibo Keïta? Quels événements ont façonné sa pensée et son engagement? Modibo Keïta voit le jour le 4 juin 1915, à Bamako-Koura, un quartier de Bamako, alors capitale du Soudan français l'actuel Mali. Son prénom, Modibo, qui signifie « le savant » en langue peul, reflète déjà les espoirs placés en lui par sa famille. Issu d'une lignée noble des Malinqués de la société malienne, il appartient à la grande famille des Keïta, descendant indirectement de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. Cet héritage prestigieux imprègne profondément son enfance. Il grandit en entendant les récits glorieux du passé africain, racontés par les griots et les anciens du village. Son père, Daba Keïta, est un modeste fonctionnaire, tandis que sa mère, Fatoumata Keïta, incarne la sagesse et la force des femmes maliennes. Dans un environnement imprégné de valeurs traditionnelles et islamiques, le jeune Modibo reçoit une éducation stricte, où le respect des aînés, l'honneur et la droiture sont des principes fondamentaux. Bamako, dans les années 1920, est une ville en pleine mutation. Sous l'administration coloniale française, elle est à la fois un centre administratif et un carrefour commercial, où se croisent les cultures africaines et européennes. Le jeune Modibo Keïta grandit dans cette dualité, d'un côté, l'Afrique traditionnelle avec ses valeurs, ses croyances et son histoire glorieuse, et de l'autre, l'influence coloniale qui impose un système étranger et oppressif. Dès son plus jeune âge, il est témoin des inégalités flagrantes entre les colons français et les Africains. Il observe comment les Européens bénéficient des meilleurs services, des meilleures écoles et d'un accès privilégié aux ressources, tandis que la majorité des Africains vivent dans une pauvreté imposée. Ce contraste, il ne l'oubliera jamais. Contrairement à beaucoup d'enfants africains de son époque, il a la chance d'être scolarisé. Il est inscrit à l'école primaire de Bamako, où il excelle rapidement dans toutes les matières. Son esprit brillant et sa capacité d'analyse impressionnent ses enseignants, qui voient en lui un élève d'exception. Mais il n'est pas seulement un bon élève, il est aussi un enfant doté d'un grand sens de la justice. Il n'hésite pas à s'opposer aux règles injustes imposées aux enfants africains, se forgeant ainsi une réputation de rebelle et d'orateur naturel. Son talent pour le discours et sa manière de défendre ses camarades face aux injustices de l'école coloniale sont les premiers signes de son futur rôle de leader. En 1928, grâce à ses brillants résultats, Modibo Keïta est sélectionné pour intégrer l'école normale William Ponty, située sur l'île de Gorée au Sénégal. Cette école prestigieuse est le principal centre de formation des cadres africains de l'administration coloniale. Là-bas, il rencontre de futurs leaders de l'Afrique indépendante, notamment Léopold Sédar Senghor, futur président du Sénégal, et Félix Houphouët-Boigny, futur président de la Côte d'Ivoire. À l'école William Ponty, Modibo Keïta découvre de nouveaux courants de pensée, qui vont profondément influencer sa vision du monde. Le socialisme, il est séduit par les idées de justice sociale, d'égalité et de lutte contre l'exploitation. Le panafricanisme, il comprend que l'unité africaine est la clé pour sortir du colonialisme et que seule une solidarité entre les peuples du continent permettra de briser les chaînes de l'oppression. L'anticolonialisme, il lit avec passion les écrits de Karl Marx, Lénine, Aimé Césaire et Frantz Fanon, et commence à remettre en cause le système colonial français. Dans ses discussions avec ses camarades, il prône déjà l'indépendance totale de l'Afrique, refusant toute compromission avec le colonialisme. À la fin de ses études, Modibo Keïta devient instituteur, un métier hautement respecté à l'époque. Il est affecté à plusieurs villes du Soudan français, et se forge une réputation de pédagogue brillant et de mentor inspirant. Mais son engagement ne s'arrête pas à l'éducation. Il utilise son statut d'enseignant pour éveiller la conscience des jeunes Africains sur la nécessité de lutter pour leur dignité et leur liberté. Très vite, il rejoint les mouvements syndicaux et commence à militer activement pour l'émancipation de l'Afrique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un vent de changement souffle sur l'Afrique. En 1945, Modibo Keïta, jeune enseignant et intellectuel engagé, commence à se faire un nom sur la scène politique.
Il est influencé par les idéaux panafricanistes et marxistes qui circulent au sein des milieux progressistes africains et français. L'administration coloniale française, bien que victorieuse de la guerre, est affaiblie et fait face à des revendications croissantes d'autonomie et d'indépendance. Modibo Keïta, convaincu que l'avenir du Soudan français et de l'Afrique repose sur l'autodétermination, décide de s'engager activement dans la lutte politique. En 1945, il adhère à la section locale du Rassemblement démocratique africain, RDA, un parti panafricaniste et anticolonial fondé à Bamako par Félix Houphouët-Boigny et d'autres leaders africains. Le RDA prône la fin du système colonial, l'émancipation des peuples africains et l'unité africaine. Très vite, Keïta se distingue par son éloquence et sa capacité à mobiliser les masses populaires. Il s'impose comme une figure clé du parti au Soudan français. À la fin des années 1940, la lutte politique s'intensifie. Modibo Keïta devient un fervent défenseur des droits des travailleurs et des paysans africains, dénonçant l'exploitation et les injustices du système colonial. Il milite activement contre l'indigénat, un ensemble de lois discriminatoires qui placent les Africains sous une administration séparée et oppressive. Son engagement radical inquiète les autorités coloniales françaises, qui répriment durement les militants du RDA. En 1948, alors qu'il participe à une série de manifestations contre l'administration coloniale, Keïta est arrêté et emprisonné. Cette arrestation ne fait qu'accroître sa popularité. Lorsqu'il est libéré quelques mois plus tard, il est accueilli en héros à Bamako. Désormais, il est perçu comme l'un des principaux opposants au régime colonial. Malgré la répression, Keïta et le RDA comprennent qu'ils doivent aussi investir les institutions pour faire avancer leur cause. En 1956, avec l'application de la loi cadre des Fers qui accorde plus d'autonomie aux territoires africains, Keïta est élu maire de Bamako. C'est une étape cruciale pour lui, en accédant à une fonction officielle, il dispose d'un levier pour mener des réformes concrètes et affirmer son influence. Dans le même temps, il est élu député du Soudan français à l'Assemblée nationale française. À Paris, il s'illustre par des discours enflammés en faveur de l'indépendance et du droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes. Il se rapproche d'autres leaders nationalistes africains, tels que Sékou Touré de Guinée et Kwame Nkrumah du Ghana, qui deviendra en 1957 le premier dirigeant d'un pays africain indépendant. À la fin des années 1950, la France commence à assouplir son emprise sur ses colonies, sous la pression des mouvements indépendantistes. En 1958, le général de Gaulle propose un référendum sur la communauté française, une structure politique censée donner plus d'autonomie aux colonies tout en maintenant leurs liens avec la France. Modibo Keïta et le RDA acceptent cette transition, mais avec une stratégie claire, obtenir l'indépendance totale par étapes. Contrairement à la Guinée de Sékou Touré, qui rejette la communauté française et proclame immédiatement son indépendance, Keïta opte pour une approche plus diplomatique. En 1959, il joue un rôle clé dans la création de la Fédération du Mali, une union entre le Soudan français et le Sénégal, avec l'objectif d'établir un État africain fort et uni. Il en devient le vice-président aux côtés de Léopold Sédar Senghor. Cependant, des tensions émergent rapidement entre les deux dirigeants. Keïta défend un modèle socialiste et centralisé, tandis que Senghor privilégie un État plus libéral et décentralisé. Ces divergences conduisent à l'éclatement de la Fédération du Mali en août 1960. Le 22 septembre 1960 marque un tournant historique pour le Soudan français, qui devient officiellement la République du Mali. Modibo Keïta, leader incontesté de la lutte pour l'indépendance, en est le premier président. L'émotion est palpable dans les rues de Bamako, où les Maliens, animés par un profond espoir, célèbrent la fin de la domination coloniale et l'aube d'une nouvelle ère. Dès les premiers jours de son mandat, Keïta affiche une ambition claire, bâtir un État moderne, socialiste et indépendant, affranchi de l'influence occidentale. Il adopte un ton ferme et engagé, prônant la rupture avec l'ancien système colonial et la mise en place d'un modèle de développement basé sur l'autosuffisance économique et l'unité africaine. Cependant, la tâche qui l'attend est immense. L'héritage colonial a laissé le pays dans un état de grande vulnérabilité, infrastructures limitées, dépendance économique à la France, faible industrialisation et disparités régionales marquées. Conscient de ces défis, Keïta met en place une série de réformes audacieuses pour redéfinir le Mali indépendant. Modibo Keïta veut faire du Mali un modèle de développement africain fondé sur le socialisme.
Inspiré par les idéologies marxistes et panafricaines, il prône un État fort et centralisé, où l'économie est contrôlée par le gouvernement pour éviter l'exploitation des ressources nationales par des intérêts étrangers. L'une de ses premières mesures phares est la nationalisation des secteurs économiques stratégiques. Il crée des entreprises publiques pour contrôler le commerce extérieur, l'agriculture et l'industrie. Les banques, les compagnies d'import-export et les infrastructures de transport passent sous le contrôle de l'État. Cette politique vise à réduire la dépendance économique envers l'ancienne puissance coloniale et à favoriser une redistribution équitable des richesses. En parallèle, Keïta lance une réforme agraire ambitieuse. Il encourage la collectivisation des terres et crée des coopératives agricoles pour moderniser le secteur rural. Son objectif est d'assurer l'autosuffisance alimentaire et de stimuler la production nationale. Cependant, ces mesures se heurtent à une forte résistance de la part des grands propriétaires terriens et d'une population rurale encore attachée aux structures traditionnelles de gestion des terres. Sur le plan social, Keïta accorde une importance particulière à l'éducation et à la formation. Il multiplie les écoles, promue l'enseignement en langue nationale et met en place des programmes d'alphabétisation de masse. Il considère l'éducation comme un levier fondamental pour le développement et la construction d'une identité nationale forte. Malgré ses ambitions progressistes, la politique de Modibo Keïta suscite rapidement des tensions. L'État malien, en tentant de contrôler tous les aspects de l'économie et de la société, provoque l'insatisfaction de plusieurs couches de la population. Les commerçants, durement touchés par la nationalisation du commerce, dénoncent une politique qui freine l'initiative privée et la libre entreprise. Les paysans, bien que soutenus par les coopératives agricoles, éprouvent des difficultés à s'adapter aux nouvelles méthodes imposées par l'État. En ville, une élite intellectuelle et bureaucratique commence à exprimer son mécontentement face à un régime de plus en plus autoritaire. Politiquement, Keïta instaure un régime de parti unique en 1962 avec l'Union soudanaise, Rassemblement démocratique africain, USRDA, comme seule formation politique autorisée. Cette décision, justifiée par la nécessité de maintenir l'unité nationale et d'éviter les divisions internes, est mal perçue par une partie de la population. L'opposition est muselée, et des tensions émergent au sein même du parti. Sur le plan économique, la rupture avec la France entraîne des conséquences imprévues. En 1962, Keïta décide de quitter la zone du franc CFA et introduit une monnaie nationale, le franc malien. Cette initiative, censée renforcer l'indépendance économique du pays, se révèle être un échec. Le franc malien est rapidement dévalué, et le pays plonge dans une crise monétaire marquée par une inflation galopante et une fuite massive des capitaux. Face à ces difficultés, Keïta renforce son contrôle sur l'État. Il met en place une police politique et intensifie la répression contre ses opposants. Des figures influentes de l'USRDA, autrefois ses alliés, sont arrêtées ou écartées du pouvoir. Cette dérive autoritaire éloigne progressivement le leader malien de la population qu'il avait porté au sommet de l'État. Sur la scène internationale, Modibo Keïta est un fervent défenseur du panafricanisme. Il milite pour l'unité africaine et plaide en faveur d'un rapprochement entre les nations du continent. Il entretient des relations étroites avec Kwame Nkrumah du Ghana, Sékou Touré de Guinée et d'autres leaders africains partageant sa vision d'une Afrique unie et indépendante. En 1963, il participe activement à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, qui vise à renforcer la coopération entre les États africains. Il soutient également les mouvements de libération en lutte contre le colonialisme, notamment en Angola, en Namibie et en Afrique du Sud. Cependant, son engagement international ne fait pas l'unanimité. Son rapprochement avec les pays socialistes, notamment l'Union soviétique et la Chine, inquiète les puissances occidentales et certains de ses homologues africains, plus favorables à une coopération avec l'Europe et les États-Unis. À la fin des années 1960, le régime de Modibo Keïta est en proie à une instabilité croissante. L'économie est en crise, la population est de plus en plus mécontente, et la contestation gronde au sein même de l'armée. Les militaires, frustrés par la gestion autoritaire du pouvoir et les difficultés économiques du pays, commencent à comploter en secret. Le matin du 19 novembre 1968, Modibo Keïta est brusquement dépossédé de son pouvoir. Alors qu'il espérait encore trouver une issue pacifique à la crise qui secoue son pays, un groupe de jeunes officiers mené par le lieutenant Moussa Traoré exécute un coup d'état militaire. Keïta est arrêté sans même pouvoir résister.
Ses tentatives de stabiliser le Mali par des réformes socialistes et des nationalisations se sont heurtées à des difficultés économiques, des tensions internes et des pressions internationales. Pour les putschistes, son régime est devenu synonyme d'isolement et de crise. L'ancien président est conduit dans une caserne militaire, puis exilé dans la ville reculée de Kidal, au nord du pays. Son arrestation plonge ses partisans dans l'incompréhension. Lui, qui s'est toujours présenté comme un fervent patriote et un fervent partisan du panafricanisme, est humilié, dépossédé de toute autorité et coupé du monde. Dans sa cellule, Modibo Keïta endure des conditions de détention épouvantables. Il est maintenu à l'isolement, privé de tout contact avec l'extérieur. Ceux qui lui sont restés fidèles sont traqués par le nouveau pouvoir. Les années passent, et le silence autour de Keïta devient de plus en plus pesant. Moussa Traoré, devenu président, réprime toute opposition et impose un régime militaire strict. L'ancien chef de l'État, affaibli, tombe malade. Il ne reçoit que peu de soins médicaux. Ces derniers mois sont marqués par une dégradation rapide de sa santé. Enfermé, souffrant et épuisé, il résiste tant bien que mal. Ceux qui le croisent dans sa cellule le décrivent comme un homme toujours digne, refusant de plier face à l'oppression. Il garde une posture fière, bien que son corps soit affaibli par les privations. Le 16 mai 1977, après près de 9 ans d'enfermement, Modibo Keïta s'éteint en prison. Les circonstances exactes de sa mort restent floues, mais tout indique qu'il a succombé à une maladie aggravée par ses conditions de détention. Sa disparition marque la fin tragique d'un homme qui avait porté le rêve d'un Mali indépendant et prospère. Son enterrement est discret, loin des hommages qui auraient dû être rendus à un homme de son envergure. Cependant, si ses geôliers croyaient effacer son souvenir, ils se trompaient. Sa mort en martyr renforce sa stature de héros national. Peu à peu, son image va ressurgir et être réhabilitée par le peuple malien. Après la chute du régime militaire de Moussa Traoré en 1991, le Mali entame un processus de réhabilitation de ses figures historiques. Modibo Keïta est officiellement reconnu comme un héros national. Des rues, des places et des institutions portent aujourd'hui son nom. Son combat pour un Mali souverain et développé inspire encore de nombreuses générations. Si son modèle socialiste a été abandonné, son engagement pour l'unification de l'Afrique et sa volonté de voir son peuple maître de son destin restent gravés dans la mémoire collective. Modibo Keïta, c'était l'homme d'un rêve. Un rêve d'indépendance, de justice sociale et d'un Mali libre et fort. Son histoire est celle d'une ascension fulgurante, mais aussi d'une chute brutale. De la ferveur de l'indépendance à la tragédie de la prison, son destin est à la fois inspirant et bouleversant. Aujourd'hui, son nom résonne encore. Il incarne un idéal, un combat, une vision. L'Afrique a vu naître de nombreux leaders, mais peu ont eu l'intégrité et la détermination de Modibo Keïta. Son rêve a été brisé, mais son idéal vit toujours. Et vous, que pensez-vous de l'héritage laissé par Modibo Keïta? Son modèle aurait-il pu réussir dans un contexte différent? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres figures inspirantes de l'histoire africaine. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.